Il est 23h, bonsoir à tous et merci de votre attention. Tout de suite les titres live de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu en audience ce lundi le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, qui est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Leurs échanges ont porté sur l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Made in Côte d'Ivoire, des visites de chantier figurent également au menu de son agenda. Le plafonnement et l'affichage des prix, on en parle dans cette édition. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, s'est invité dans certains marchés du district d'Abidjan pour vérifier si ces mesures prises par le gouvernement sont respectées sur les marchés. Une visite qui lui a aussi permis de contrôler l'approvisionnement de ces marchés. Au Burkina Faso, un mois après la formation de son équipe, le Premier ministre Albert Ouedraogo présente sa feuille de route aux membres de l'Assemblée législative de transition. Il a expliqué comment son gouvernement compte venir à bout de l'insécurité et récupérer les parties du territoire occupé par les groupes armés. Voilà pour l'essentiel. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. La Côte d'Ivoire organisera la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football en 2023 et pour réussir cet événement, le pays se prépare. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, qui est en visite de travail en Côte d'Ivoire, a été reçu ce lundi en audience par le président de la République, Alassane Ouattara. Leurs échanges ont porté sur l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Made in Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Mahama Traoré. Après le Cameroun, les yeux de l'Afrique sont rivés sur la Côte d'Ivoire, pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023. Un défi à relever à la fois pour le pays organisateur et pour la CAF, Confédération africaine de football. Voilà qui justifie en moins d'un an cette deuxième visite en terre ivoirienne de Patrice Motsepe, le président de l'Organisation continentale du football. De son entretien avec le président Alassane Ouattara ce lundi, il faut retenir la volonté commune de la Côte d'Ivoire et de la CAF de réussir ce challenge. Je voudrais vous féliciter pour votre leadership ici en Côte d'Ivoire. Nous avons confiance que la CAN que vous allez organiser ici sera la meilleure CAN qui a été organisée en Afrique. Nous sommes rassurés par les différentes infrastructures que vous avez mises en place pour accueillir cette CAN. Et nous avons eu la promesse chez le Premier ministre que la Côte d'Ivoire sera à la finale de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Cette 34e édition de la CAN sera la deuxième de l'histoire organisée par la Côte d'Ivoire après celle de 1984. L'événement se tiendra à partir de juin 2023 dans 5 villes, à savoir Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro et Korogo. La Côte d'Ivoire en finale, un vœu que nous espérons voir se réaliser. Arrivé hier dimanche dans le cadre des préparatifs de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023, Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, comme vous pouvez le voir sur ces images, a été reçu ce lundi par le Premier ministre Patrick Achi à la primature. Une séance de travail au cours de laquelle il a réitéré sa pleine confiance dans le succès de cette CAN qui se tiendra donc du 23 juin au 23 juillet 2023. Des visites de chantier figurent également au menu de son agenda. Patrice Motsepe, et rappelons-le, le président de la Confédération africaine de football, qui a d'ailleurs présidé ce lundi la cérémonie d'inauguration du siège de la CAF à la Riviera Bonhouma. Présent à cette cérémonie, le ministre en charge des sports, Paulin-Claude Danro, le président du COCAN, François Albert Amichia, et plusieurs autres personnalités. Oda Legbe. Cet établissement ultramoderne a été inauguré en présence du maire de Cocody, Jean-Marc Yassé, du ministre en charge des sports, Paulin-Claude Danro, du président de la CAF, Patrice Motsepe, et du président du COCAN, François Albert Amicha. Intervenant à l'occasion de cette cérémonie d'inauguration du bureau satellite de la CAF à Abidjan, le président Patrice Motsepe s'est réjoui du travail abattu au niveau des infrastructures sportives qui vont abriter la CAN 2023. Pour lui, la Coupe d'Afrique des Nations 2023 sera une réussite comme dans les pays précédents qui ont abrité cette compétition. Le ministre en charge des sports a indiqué son ambition de relever le défi qui se présente à la Côte d'Ivoire. Vous êtes venus et vous avez vu. Vous êtes venus, vous avez entendu et vous avez senti l'engagement du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire qui a investi déjà pas moins de 400 milliards en infrastructures sportives, d'hébergement et en infrastructures routières et infrastructures connexes. La Côte d'Ivoire tient à organiser
une canne exceptionnelle, comme vous l'avez souhaité, et ensemble, nous le ferons. En ouvrant ce bâtiment ici, ce bureau à Abidjan, vous démontrez votre engagement à accompagner la Côte d'Ivoire, à respecter les standards de la CAF. Vous vous engagez aussi dans la proximité, un an, pratiquement un an, avant le début des compétitions, à être à nos côtés. La présence de la CAF ici aujourd'hui est un motif supplémentaire pour parfaire l'organisation. Et le COCAN se met à la disposition des autorités ivoiriennes, des autorités de la CAF pour réussir cette organisation. Ce bureau satellite de la CAF est un immeuble de 4 étages constitué de 14 appartements, 2 open space, 3 chambres autonomes et 1 séjour. Et quittant les locaux flambant neufs de la CAF à Abidjan, direction les marchés, le plafonnement et l'affichage des prix, entre autres mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. Ces mesures sont-elles respectées sur le marché? Pour se faire sa propre idée de ce qu'il en est, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Dirassouba, s'est invité dans certains marchés du district d'Abidjan. Une visite qui lui a aussi permis de contrôler l'approvisionnement de ces marchés. Et résultat de ce constat, aucune perturbation enregistrée quant au circuit de distribution. Lanciné Bakayoko. À travers cette tournée, le ministre en charge du commerce et de l'industrie prend lui-même le commandement des opérations de contrôle des prix sur le marché. Première escale de cette visite terrain, les communes de Trècheville et de Marcory où Souleymane Dirassouba fait le tour de quelques supermarchés et boutiques afin de s'assurer du respect des ventes autorisées et de la qualité des produits, mais surtout de l'affichage des prix. À compter de maintenant, nous nous inscrivons dans une démarche de zéro tolérance en fait. Tolérance zéro à l'effet que le pouvoir d'achat en fait des consommateurs soit préservé. Donc je compte sur la vigilance des acteurs, des consommateurs et également sur l'accompagnement des commerçants. Cette dynamique de lutte contre la vie chère prend un relief particulier en raison du jeûne musulman, période de forte demande de denrées de grande consommation comme le pain, les huiles et pâtes alimentaires, le riz, le sucre ou encore la viande. Renforcer la surveillance des marchés par l'affichage, mais également veiller à la disponibilité des produits et des stocks. Résultat des vérifications, pas de panique, les circuits commerciaux déblayés, les approvisionnements seront assurés. Par moment, nous avons pour certains produits des stocks qui sont disponibles sur 30 jours et pour d'autres produits jusqu'à 3 mois ou à 6 mois selon les cas et selon les références. Tout ceci pour dire aux populations ivoiriennes, surtout dans cette période de grande consommation, qu'il n'y a pas de risque de pénurie sur les produits de grande consommation parce que nos magasins sont bien achalandés. Au cours du Conseil des ministres du 9 mars 2022, le gouvernement a adopté 9 mesures destinées à préserver le pouvoir d'achat des populations. Il s'agit entre autres du plafonnement des prix de certains produits de grande consommation et de l'instauration du principe de l'information préalable avant toute augmentation. Toujours dans le cadre de la lutte contre la vie chère, le Laboratoire national d'essais de qualité de métrologie et d'analystes expose son savoir-faire via des journées qu'il a organisées à son siège situé dans la commune d'Abobo. Une expertise relative aux questions de contrôle des instruments de mesure, c'est ce que nous dit Cheikh Kodé. La promotion de la qualité et la protection du consommateur, quel défi pour le LANEMA? C'est le thème qui a sanctionné ces premières journées du Laboratoire national pour son exercice 2022. L'objectif est clair, présenter son savoir-faire aux industriels ainsi qu'au Conseil national des consommateurs. Comme je l'ai dit, nous avons le contrôle des instruments de mesure. Les balances dans les marchés, les volumes dans les stations de service et justement la métrologie permet aussi de lutter contre la vie chère parce que justement quand le consommateur achète par exemple 2 kilos de produits ou de viande, il faut qu'il s'assure que c'est vraiment 2 kilos qu'il achète. Nous avons le département d'analyse, comme je viens de le dire également, c'est le contrôle des analyses, c'est le contrôle des produits, s'assurer que ces produits-là respectent les normes de qualité. Replacer le consommateur au cœur de la politique de qualité, c'est le vœu émis par l'organisme en charge des droits des consommateurs. Qui parle de vie chère, lutte contre la vie chère, parle aussi de produits de qualité, de lutte contre la contrefaçon, d'où le rôle de l'ANEMA et c'est vraiment, cette initiative est vraiment à féliciter. Le gouvernement du Premier ministre Patrick Achi mène une lutte sans précédent contre la cherté de la vie. Le LANEMA est
rôle déterminant à jouer. Il devra donc prendre toute sa place, a fait savoir le représentant du ministre du Commerce et de l'Industrie. Aujourd'hui, le laboratoire atteint un certain niveau et le gouvernement veut en faire véritablement sur toutes les activités donc, liées au contrôle de la qualité, un laboratoire de référence non seulement en Côte d'Ivoire, mais également dans la sous-région. En 2019, le LANEMA a analysé 26 052 échantillons de plusieurs produits de grande consommation. Un record encore jamais égalé par un laboratoire public national en Côte d'Ivoire. Et dans le fil de l'actualité, ce séminaire qui a été organisé par la Direction générale du portefeuille de l'État en prélude à la 4e édition du prix d'excellence de la gouvernance des entreprises publiques, il s'est agi pour les participants de valider les critères d'évaluation des entreprises. Les précisions de Jean-Jacques Kwame. Sont éligibles à la 4e édition du prix d'excellence de la gouvernance des entreprises publiques les 51 entreprises dans lesquelles l'État a une participation majoritaire ou celles bénéficiant du concours financier ou contrôlées par l'État. Il s'agit au cours de cette rencontre, organisée par la Direction générale du portefeuille de l'État, de déterminer avec l'ensemble des parties prenantes les critères propres à chaque récompense. Et pour maintenir la transparence et la crédibilité de ce prix, le jury s'ouvre cette année aux professionnels du droit et des finances et voit l'intégration, entre autres, du ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de l'ordre des experts comptables. Cette ouverture devrait permettre de crédibiliser davantage ce prix, d'en faire aujourd'hui l'un des instruments privilégiés pour évaluer la performance et la gouvernance au sein de nos entreprises. Et cela pour permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre son objectif à l'horizon 2025. Représentant le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, le professeur Keoyaya a exhorté les participants à rechercher le consensus autour des critères d'évaluation. La détermination de ces critères ou de ces règles est une démarche essentielle pour le bon déroulement de la compétition. En effet, elle participe à la mise en place de bases équitables et consensuelles d'évaluation des entreprises. En d'autres termes, la crédibilité, la réussite et le succès de ces distinctions dépendent entièrement de vos travaux. À l'instar de l'édition précédente, 4 prix seront décernés, le prix de la performance économique, le prix de l'efficacité du conseil d'administration, le prix d'encouragement des sociétés et le super prix de la gouvernance. La période d'évaluation de la 4e édition du prix d'excellence s'étend du 1er janvier 2021 au premier semestre de l'année 2022. Et du côté des États-Unis d'Amérique, l'Awards du leadership politique et des relations avec le service public a été décerné à la ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Nassene Batoré, par la fondation américaine dénommée There Is No Limit Foundation. C'était en marge de la 66e session de la Condition de la Femme à New York, à laquelle donc prenait part la ministre. Cette fondation américaine, rappelons-le, lutte pour l'autonomisation des femmes et la protection des personnes vulnérables. Ami Sissoko, depuis New York aux États-Unis. En reconnaissance de sa contribution à la promotion des droits humains et de l'équité entre les sexes, la ministre Nassene Batoré, honorée à New York, aux États-Unis. Elle le reçoit de There Is No Limit Foundation, fondation américaine à but non lucratif, la haute distinction de l'award du leadership politique et des relations avec le service public. Fondation créée en 2008 par 2 sœurs d'origine guinéenne, Mariama et Aïssatou Kamara, toutes les 2 survivantes de violences domestiques et sexistes en Guinée. Aujourd'hui basée à New York, elle œuvre pour l'autonomisation des femmes et le bien-être des enfants. Nous, on aime bien voir les femmes qui sont battantes, mais surtout les femmes qui osent. Donc nous, on pense que madame, elle a vraiment osé. C'est la première femme mère de Odjene et aussi être ministre des femmes. Ce n'est pas quelque chose qu'on a toujours l'habitude de voir en Afrique. Les femmes qui ont du pouvoir et aussi tout le travail et la contribution qu'elle a fait pour l'évolution de la femme en Côte d'Ivoire, les enfants. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qui est important. La ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille est la toute première récipiendaire de cet award du leadership politique et des relations avec le service public. Plus on vous décerne de prix, plus vous vous engagez. Donc c'est le début, c'est un nouveau pacte social pour donner encore le meilleur de nous-mêmes aux plus vulnérables, et, qui sont les femmes et les enfants. Et ces 2 entités-là sont au cœur de la politique du président de la République.
Nassiniba Touré est aussi la première femme ivoirienne à être distinguée commandeur dans l'ordre du mérite de la femme et de la famille par le président Alassane Ouattara lors de la Journée internationale des droits de la femme le 8 mars dernier. Cette cérémonie a enregistré la participation de plusieurs diplomates africains auprès des Nations Unies, des hommes d'affaires et des membres de la délégation ivoirienne à la CSW 66. Et retour en Côte d'Ivoire, direction Akwedo, ancien camp. Prenons donc la direction de ce camp où les personnels féminins des forces de défense et de sécurité ont été célébrés dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. C'était donc dans ce camp, en présence de la ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, l'on a pu assister à l'occasion à un saut en parachute réalisé par la première femme chuteur opérationnelle de Côte d'Ivoire. Elle fait partie de l'effectif des forces spéciales. Abou Sanogo. Elle est sergent-chef dans l'armée ivoirienne, membre de forces spéciales, corps d'élite qu'elle a intégré il y a 4 ans, après avoir fait l'ENSOA, l'École nationale des sous-officiers d'active. Golfo Sierra, c'est son nom. Elle est la première femme shooter opérationnelle du Côte d'Ivoire. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme au profit des personnels féminins des armées et de la gendarmerie nationale, Golfo Sierra a décidé de s'y rendre à la cérémonie à Akwedo ancien camp par les airs. Ces moniteurs vont procéder avant son départ à un contrôle de ses équipements. Aucun détail n'est négligé. La chute, une grande passion pour elle. Elle a d'ailleurs à son actif plusieurs sauts. Il y a une centaine de sauts, donc je ne peux pas vous dire exactement ce sera lequel saut. Mariée et mère d'un enfant âgé de 2 ans, cette titulaire d'un brevet élémentaire en comptabilité matérielle veut lancer un message. Je veux emmener les femmes vraiment à intégrer l'armée et aussi à faire le métier des hommes pour que demain nous soyons aussi en hauteur. Alors nous décidons de la suivre dans les airs. Avec ces 2 moniteurs, nous prenons place dans l'hélicoptère. Quelle disposition pour un bon atterrissage. Il faut forcément faire face au vent pour une bonne ouverture du parachute. Donc je pense à ma sortie, mon travail sur voile et mon atterrissage. Plus de 1000 mètres plus bas, le camp militaire d'Akwedo se dresse. Pour ce saut, le sergent-chef Golfo Sierra sortira en 3e position. Il s'agit ici d'un saut à ouverture commandée. Tout repose sur la fiabilité des instruments embarqués. Golfo Sierra se lance. Altitude 1200 mètres. À 1 kilomètre plus bas, où l'attendait le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia et la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant Nassiniba Touré. Elle réussit à rentrer à Akwedo sans passer par le portail, à la grande joie des femmes issues des forces de défense et de sécurité. Une joie pour ses parents et aussi pour toutes les femmes. C'est un honneur pour voir notre fille aujourd'hui sauter aux yeux du monde entier. Nous sommes vraiment très contents. C'est la porte ouverte à d'autres filles de pouvoir continuer à dire qu'il n'y a pas de métier pour les hommes. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant Nassiniba Touré salue le courage du sergent-chef Golfo Sierra. Nous avons besoin de ces femmes-là aujourd'hui pour aider toutes les femmes de Côte d'Ivoire à comprendre ce que c'est la discipline, à comprendre ce que c'est l'union. L'armée est un exemple de discipline. Notons que cette journée dédiée au personnel féminin des forces de défense et de sécurité a été marquée par des actions caritatives et des activités sportives. Voilà, et sans réaliser de saut en parachute, regardons à présent du côté du ministère du budget du portefeuille de l'État qui compte désormais en son sein une cellule genre, cellule destinée à promouvoir la représentativité et l'épanouissement de la gente féminine au sein du dit ministère. La mise en place de cette cellule vise à favoriser la prise en compte de la dimension genre dans les politiques budgétaires de l'État, ce qui se fera au moyen de la sensibilisation et de la formation. Mahama Traoré. La cellule genre du ministère du budget et du portefeuille de l'État est coordonnée par Mariam Fofana. Elle se donne pour mission de contribuer à une meilleure représentativité de la gente féminine au sein de ce département ministériel composé de plusieurs entités sous tutelle, dont les directions générales des douanes, des impôts, des marchés publics et du budget et des finances. Aujourd'hui, aucun projet, aucun programme n'est financé par les partenaires au développement tant que le genre n'est pas intégré dans ces projets.
Notre mission donc cette année consistera à prendre le processus de budgétisation sensible au genre et à l'intégrer dans nos processus budgétaires. Depuis la planification, la budgétisation et même dans l'exécution et le suivi-évaluation. Pour le déploiement de son plan d'action, la cellule genre du ministère du Budget bénéficiera du soutien du ministère de la Femme. Nous serons là pour regarder avec eux, prendre les initiatives pour les pousser à davantage amener tous les départements ministériels de Côte d'Ivoire à avoir un budget sensible genre. Ce que nous faisons, l'accompagnement en matière de genre, la compréhension du concept genre, connaître ces outils et comment entrer dans la budgétisation sensible genre. Sensibilisation et formation sont au programme d'activités de la cellule genre du ministère du Budget, activité que promet de soutenir le cabinet du ministre Moussa Sanogo. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré ce lundi à 4 avril 2022 4 nouveaux cas de Covid-19 sur 753 échantillons prélevés, soit 0,5% de cas positifs, 4 guéris et 0 décès. À la date du 4 avril 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 81 771 cas confirmés, donc 80 935 personnes guéries, 796 décès et 31 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 476 458. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, qui, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Le directeur général du Centre national de télédétection et d'information géographique au cours de la 2e édition des journées portes ouvertes de ce comité a dressé le bilan des activités réalisées par ce comité. L'on peut retenir de ce bilan qu'en 10 ans d'exercice, plus de 30 projets à forte composante technologique ont été développés. Krascando. Cette 2e journée de promotion et de vulgarisation du savoir-faire du Comité national de télédétection et d'information géographique CNTG se veut une plateforme de présentation de l'ensemble des technologies développées pour accompagner le développement local. Aujourd'hui, je découvre le CNT qui font beaucoup de choses et vraiment c'est très intéressant. J'ai beaucoup appris aujourd'hui, énormément. On a un ensemble d'informations sur la Côte d'Ivoire, que ce soit des informations économiques, des informations sur les communes, des informations sur des secteurs particuliers, des couverts forestiers. En tout cas, il y a découvert beaucoup d'éléments sur ça. En tout cas, il fallait vraiment cette occasion pour pouvoir comment on peut tirer des partenariats. Ces 10 dernières années, plus de 30 projets à forte composante technologique ont été élaborés. Des outils d'aide à la décision qui permettent de booster le développement. Grâce aux données de CNT qui s'est adapté aux exigences du moment, nous pouvons présenter des données indiscutables et des données fiables pour avoir des rapports qualifiés, des rapports pertinents qui tracent la vérité du terrain. Le CNTG, selon son directeur général, se positionne comme étant le hub de l'innovation géotechnologique en Côte d'Ivoire et partant de la sous-région. En 10 ans d'exercice, beaucoup a été fait. Nous avons développé plusieurs projets, notamment dans le secteur de l'éducation, où un outil de prise de décision appelé cadre scolaire a été développé et qui a permis à ce ministère de manière efficiente de résoudre le problème, comment construire des écoles et comment faire l'adéquation emploi et formation. Le secteur de l'enseignement, cadre universitaire, pour accompagner le déploiement et la décentralisation des universités, e-commune, qui est un outil de mobilisation des ressources propres des communes, afin de permettre à ces communes-là de pouvoir mobiliser eux-mêmes leurs propres ressources, en plus de ce que l'État leur offrait. Le CNTG a également à son actif des accords avec des partenaires mondiaux de gestion des technologies. Dans l'actualité, à noter également cette convention de partenariat qui a été signée entre la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire et l'espace Sikasso Korogo et Bobo Dioulasso. Les deux entités se sont accordées sur un cadre de collaboration dans la conduite de projets en lien avec le développement des zones frontalières et le progrès des populations qui y vivent. Eugène Atoubé nous en parle.
C'est un partenariat qui vaut son pesant d'or dans le contexte de menaces terroristes auxquelles sont exposées les localités des zones frontalières de Côte d'Ivoire. Maires et présidents de région y voient un excellent cadre de collaboration et pour cause. Nous recevons beaucoup de jeunes talibés. Dès que vous arrivez à Korogo, c'est des gens qui vous abordent avec un esprit de mendicité et c'est des enfants qui connaissent pratiquement tous les recoins de la ville. On a bien peur effectivement que ce soit vraiment un berceau de délinquance. Avec le phénomène djihadiste que nous connaissons, on a bien peur vraiment que ces enfants soient utilisés comme des indiques dans la commune. Et ça vraiment, ça nous fait peur. À chaque début d'hivernage et à chaque début de sécheresse, le flux transfrontalier des bovins qui quittent du Mali, la Côte d'Ivoire, de la Guinée en Côte d'Ivoire et vice-versa, crée vraiment des problèmes de transhumance, à savoir la destruction des cultures de nos populations, ce qui va avec des problèmes de cohabitation avec les voisins du Mali et de la Guinée. Face à cette délicate question, l'espace Sikasso, Korogo et Bobo Dioulasso s'engagent à accompagner la CNFCI, notamment dans le processus de matérialisation des frontières de la Côte d'Ivoire et le plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers dans la quête de ressources humaines, financières et techniques, selon l'ambition affichée depuis sa création en 2016 de cette communauté d'intérêt de favoriser la coopération transfrontalière et l'intégration. Nous avons des projets de développement. Aujourd'hui, nous disons une institution comme la Commission nationale des frontières, une collaboration avec elle va permettre de capter plus de financement pour aider et les jeunes et les femmes de cet espace pour les mettre à l'abri de la tentation du recrutement dans le djihadisme. Nous avons déjà un diagnostic de la situation sur le terrain qui a été fait par la Commission nationale des frontières elle-même. Un diagnostic également qui a été fait par l'Union Escabo. Et c'est avec ces diagnostics que nous allons travailler, dégager les axes stratégiques, dégager les axes d'intervention pour répondre à ce phénomène-là. Mais nous sommes convaincus, bien entendu avec nos partenaires, que le développement de nos zones constitue la première et dynamique réponse à la question de l'extrémisme et du terrorisme. L'accord de partenariat signé entre la CNFCI et l'espace Escabo s'étend sur une période de 3 ans renouvelable. Les maires et présidents de région sont invités à faire des propositions dans la perspective de l'élaboration d'un plan d'activité. Et dans l'actualité internationale, au Burkina Faso, un mois après la formation de son équipe, le Premier ministre Albert Ouedraogo a présenté sa feuille de route aux membres de l'Assemblée législative de transition. Il leur a expliqué comment son gouvernement compte venir à bout de l'insécurité et récupérer les parties du territoire occupées par les groupes armés. Sur le plan politique, Albert Ouedraogo promet un nouveau cadre juridique relatif à la création, au financement des partis politiques et au plafonnement des dépenses de campagne. Pour finir, il a annoncé des mesures prioritaires dans le cadre du processus de réconciliation nationale. Il a cité entre autres l'accélération du traitement des dossiers pendants en justice. Et toujours dans l'actualité internationale, guerre en Ukraine, l'émotion suscitée par la diffusion hier dimanche des images du massacre de civils à Boutcha, dans la banlieue de Kiev, n'est pas donc encore retombée, mais à l'effroi donc causé par la découverte de ces corps sans vie succèdent déjà les accusations. L'arme russe est pointée du doigt par Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien s'est rendu ce lundi dans la petite ville au nord-ouest de la capitale, prise en tenaille pendant plus d'un mois lors de féroces combats entre forces de défense ukrainienne et de l'armée russe. Ce sont des crimes de guerre et ils seront reconnus par le monde comme un génocide, a-t-il déclaré devant les médias présents, comme vous pouvez le voir en image. Et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu garde vous.